Alors bonjour à tous, donc nous poursuivons notre série sur le conflit israélo-palestinien. La semaine dernière nous avions reçu Dominique Vidal qui nous a expliqué en quoi, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, l'antisionisme n'a rien à voir avec l'antisémitisme. Aujourd'hui, pour ce deuxième entretien, nous accueillons Christophe Oberlin qui a écrit en 2020 un ouvrage intitulé « Les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale ». Ce livre nous a beaucoup intéressés car il donne à voir une facette de la lutte des Palestiniens qu'on connaît moins, à savoir le recours au droit international. Bonjour Christophe Oberlin. Bonjour. Vous êtes chirurgien spécialisé dans la microchirurgie et la chirurgie de la main. Vous dirigez régulièrement des missions chirurgicales en Palestine, et plus particulièrement dans la bande de Gaza, où vous vous rendez environ 3 fois par an. Vous deviez d'ailleurs vous rendre à Gaza le 7 octobre dernier, jour de l'attaque du Hamas, et avez donc dû reporter votre séjour. Par ailleurs, j'en profite pour dire que vous deviez faire une conférence cette année au séminaire Marx au XXIe siècle à l'université Panthéon-Sorbonne. Cependant, certains intervenants, dont vous faisiez peut-être d'ailleurs partie, ont été censurés. Et suite à cela, toutes les séances de l'année ont finalement été annulées, et nous ne savons pas si le séminaire reprendra. Nous apportons donc tout notre soutien aux intervenants victimes de cette censure intolérable, qui témoigne de la fascisation galopante à l'œuvre dans notre pays. C'est aussi pour cette raison que nous voulions vous donner la parole ici, sur la chaîne du Café Marxiste. Donc nous allons parler de votre livre « Les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale ». Et vous allez nous aider à défricher ce sujet et à comprendre le levier que peut représenter cette Cour pénale internationale dans la lutte de libération nationale menée par les Palestiniens. Tout d'abord, pouvez-vous nous raconter votre expérience de chirurgien à Gaza et l'origine de votre intérêt pour la question palestinienne? Bon, j'ai toujours considéré qu'un chirurgien, surtout très spécialisé, avait un rôle d'enseignement à faire, non seulement dans son pays, mais aussi à l'extérieur. Donc j'ai toujours opéré, dès que j'ai été formé suffisamment, je suis allé opérer dans toute une série de pays. Et l'occasion est venue en 2001 avec Marcel Francis Kahn, le professeur Francis Kahn, qui était dans le même hôpital que moi et qui a décidé d'emmener une petite délégation, nous étions 4, des universitaires de l'assistance publique hôpitaux de Paris, à Gaza. Et donc c'était en décembre 2001, il y avait François Maspero qui nous accompagnait. Et dès que je suis arrivé à Gaza, les chirurgiens gazaouis sont venus me voir parce qu'ils connaissaient ma spécialité. C'est pas seulement la chirurgie de la main, c'est la chirurgie réparatrice secondaire des membres, et en particulier les paralysies. Et ils m'ont montré des listes de blessés par balle qui avaient des paralysies sciatiques, des paralysies de tous les nerfs possibles, et donc toute une thérapeutique qu'ils ne connaissaient pas. Donc j'ai commencé à les opérer 3 fois par an là-bas. Très vite, j'ai externalisé les diplômes de formation en chirurgie réparatrice dont j'étais responsable dans mon université à Paris, en doublant les enseignements là-bas, en faisant passer des examens pratiques, des mémoires, etc. Donc ça a été un gros travail qui a duré 4 ans. J'ai 12 chirurgiens qui ont été diplômés de Gaza sans avoir quitté un seul jour la bande de Gaza. Et aujourd'hui, avec le temps, eh bien, j'en ai 2 qui sont chefs de service en chirurgie orthopédique, l'un à l'hôpital Shifa de Gaza et l'autre à l'hôpital européen de Khan Younis. Donc c'est un travail de long terme, mais qui doit s'accompagner d'un compagnonnage. Et quand vous retournez 3 fois par an et que vous rencontrez vos élèves, les élèves de vos élèves, eh bien, ils mettent de côté des malades un petit peu difficiles ou des indications, voilà, ça leur permet d'élargir leur champ d'activité. Et donc, c'est ce que je fais encore actuellement. Et j'avais une 50aine de consultants qui m'attendaient à l'hôpital européen dimanche soir, le lendemain de l'attaque sur Israël. Ok. Et donc, grâce à cette expérience, vous êtes intéressé aux questions plus politiques qui concernaient la Palestine c'est évident. Déjà, je me souviens, 15 jours après mon premier séjour, je reçois un coup de fil où on me demande d'aller parler dans une association à Paris 18e de mon passage à Gaza. Je me suis dit, mais attendez, il y a des journalistes, c'est leur métier. Moi, je suis allé là-bas, j'ai même pas vu la mer la première fois que j'y suis allé. Et puis, je me suis rendu compte, ce qui aujourd'hui apparaît une évidence, mais à l'époque, c'était il y a 20 ans, en lisant les journaux, en écoutant les différents médias, que ça ne correspondait pas du tout à l'expérience, au ressenti, aux discussions, aux témoignages que je pouvais voir.
Donc j'ai éprouvé très vite le besoin de me former. J'ai écrit une biographie d'un chirurgien palestinien que je connaissais, et une biographie d'une personne lambda, on peut dire. Et puis après, j'ai traduit un livre sur l'histoire de Gaza, puis des chroniques, et puis après j'ai attaqué des sujets plus spécifiques de l'histoire de la bande de Gaza. Et je dois dire que je ne regrette pas, parce qu'avec le recul, j'ai recueilli des témoignages de gens qui, pour aujourd'hui, un certain nombre ont disparu, d'autres ont été tués. Et donc ces témoignages longs sont importants. Ce ne sont pas des petites phrases ou des extraits de journaux, c'est quelque chose de très complémentaire. J'ai fait un livre sur les chrétiens de Gaza, par exemple, et je me souviens, un producteur à France Culture m'a dit « ça fait 15 ans que j'attendais ce livre », parce qu'effectivement, il n'y avait pas eu de livre écrit sur le sujet. Et donc tout ça m'a poussé encore à humaniser, à donner un visage finalement à toutes ces personnes qui, bien souvent encore, et notamment dans les caricatures, c'est des caricatures extrêmement cruelles qui font des amalgames entre les talibans et le Hamas ou Daesh, tout ça est très douloureux. Donc j'ai tissé un réseau de relations et tous les matins je regarde qui est vivant, c'est-à-dire que je regarde mes amis qui ont envoyé un message ou qui ne l'ont pas envoyé. Et depuis à moi, j'ai plusieurs amis qui sont morts sous les bombes, dont 2 médecins, un chirurgien et un médecin. J'ai une famille dont les enfants ont été exterminés, enfin c'est l'horreur absolue. Mais disons que je ressens un petit peu comme les Palestiniens de Gaza expatriés, l'angoisse de voir, vous voyez par exemple, demain je vais présenter un film qui s'appelle Yala Gaza à Paris, là, au quartier latin. La maison du réalisateur palestinien a été bombardée aujourd'hui. Donc vous voyez que tout ça est très sensible, mais en même temps, je me suis donné la peine d'étudier et de faire un travail de fond dans des domaines qui sont peu explorés quand même. Et donc, d'ailleurs, vous vous êtes intéressé donc, à la Cour pénale internationale. Donc, vous allez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est, quand est-ce qu'elle a été créée. On va voir que c'est assez récent. Et pourquoi elle a été créée et quel est son rôle. Alors ça, c'est un point essentiel, parce que quand vous êtes chirurgien et que vous voyez défiler en salle d'opération des femmes, des enfants, des gens mutilés ou amputés ou à amputer, évidemment, vous posez la question médico-légale. Et j'ai eu la chance d'entrer en relation très vite avec un avocat que personne ne connaît en France, parce que c'est un avocat qui a une éthique, c'est-à-dire qu'il ne veut pas les plateaux de télévision. Il est extrêmement compétent, il a un passé de succès, je dirais, à l'international absolument énorme dans le domaine du droit international. Il s'appelle Gilles Devers et depuis plus de 10 ans, le premier livre que j'ai écrit, c'était en 2014 et nous étions déjà en relation depuis longtemps. Depuis plus de 10 ans, je suis son élève. C'est-à-dire que l'on se téléphone au moins 3 fois par semaine. En ce moment, c'est tous les jours. Et toutes les actions possibles en matière de droit international ont été entreprises par Gilles. Je dois dire, c'est pas un secret, mais disons que j'ai aussi profité, entre guillemets, de mes séjours là-bas pour essayer de sensibiliser à l'intérêt du droit international. Et c'était un travail assez difficile, parce que la plupart, l'immense majorité des Palestiniens, il y a 10 et 15 ans, ne croyaient pas au droit international. Et c'est lorsqu'ils ont vu finalement le levier politique se fermer avec l'absence d'élections, le levier juridique leur est apparu utile. Et en gros, ça a commencé en 2014. Après la guerre de 2014, il y a eu véritablement une prise de conscience. Et il y a tout un enchaînement d'actes juridiques qui sont importants à connaître. J'ai fait ce petit livre qui est un livre très pédagogique. C'est vraiment le livre que j'aurais pu écrire pour moi-même si je n'y connaissais rien. Voilà. Donc il montre comment le droit et la médecine finalement sont très proches. C'est-à-dire qu'il y a une rigueur dans le droit. Il faut des preuves. Des preuves. On ne parle pas comme ça en l'air. On ne donne pas des opinions. Vous voyez, il faut des preuves. Et il y a des étapes. Le droit international se procède par étapes. Et chaque étape permet d'accéder à l'étape suivante. Alors, vous parlez de la Cour pénale internationale. Son objectif, c'est lutter contre l'impunité au nom des victimes. Voilà.
C'est très général, mais ça veut dire tout est là-dedans. C'est-à-dire que ce n'est pas un État qui va être attaqué, ce n'est pas va se plaindre un État qui est adhérent à la Cour pénale ou pas, c'est toutes les victimes. Voilà. Bon. À partir de là, le statut de la Cour pénale est un statut remarquable. Il a été fait sur l'expérience des tribunaux spéciaux qui ont été faits. Le premier, c'était Nuremberg. Et puis, il y a eu la Yougoslavie, le Timor, le Rwanda, que sais-je. Et donc, il y a eu une maturation de ce droit. Et à un moment donné, un membre de l'ONU, je crois que c'était Trinidad et Tobago. Vous voyez, un jour, il faudra qu'on sache comment ça s'est passé. Un État a dit, écoutez, ça serait bien de faire une cour permanente. Et donc, le statut a été élaboré très vite, mais un statut de très grande qualité, avec un petit défaut, on pourra en discuter tout à l'heure, mais un statut beaucoup plus solide, par exemple, que le statut de l'ONU. Le statut de l'ONU, tout le monde le déplore, c'est un statut de vainqueur face à des vaincus, les membres permanents, le droit de veto. On meurt aujourd'hui du statut de l'ONU. D'ailleurs, on voit toutes les condamnations d'Israël à l'ONU qui ne donnent exactement. rien. Et vous savez pourquoi? C'est parce que l'Assemblée générale des Nations unies, par exemple, peut voter l'exclusion d'un membre. Ça a été le cas de l'Afrique du Sud sous l'apartheid. Si aujourd'hui, et on l'a vu avec un vote récent à l'Assemblée générale, 120 pays ont voté pour soutenir les Palestiniens, 120 pays. Donc Israël serait exclu sans aucun doute si jamais c'était soumis au vote de l'Assemblée générale. Or, on ne peut soumettre au vote de l'Assemblée générale une éventuelle exclusion d'un membre que sur ordre du Conseil de sécurité. C'est-à-dire que la sécurité bloque les choses avec ses droits de veto. Mais Israël aurait pu être exclu depuis très très longtemps des Nations Unies et ça aurait changé un peu l'histoire de la région. Donc vous avez un peu parlé du rôle. Quels crimes sont jugés donc par la CPI? Alors, il s'agit exclusivement de crimes de guerre, des crimes les plus graves. Il faut savoir que la Cour pénale, c'est un procureur, avec un bureau, bien entendu, des collaborateurs. Il y a à peu près 700 collaborateurs permanents ou temporaires. C'est 18 juges. Donc, vous voyez, c'est une cour extrêmement limitée. Alors, il est facile de brocarder la Cour pénale en disant ça coûte tant par an. En gros, c'est 150 millions d'euros par an. Et ça aboutit à l'inculpation de 3 chefs d'État africains. Ça, c'est bon. Ce qu'il faut voir, c'est d'abord les conditions de travail. Ce sont des professionnels. Il faut amener des preuves. Quand M. Sarkozy, par exemple, fait capturer M. Gbagbo en Côte d'Ivoire et le livre pieds et poings liés à la Cour pénale, c'est un membre de la Cour pénale, la France, qui sollicite une enquête de la Cour pénale, et dans ce cas-là, le procureur ne peut pas refuser. C'est un moyen d'entrée très puissant quand un membre vient se plaindre. Moyennant quoi, la Cour pénale a perdu 6 ans pour recueillir toutes les preuves et libérer M. Gbagbo. Donc c'est énormément de temps et d'argent qui a été consacré pour rien du tout. Voilà. Donc il faut être un petit peu tolérant vis-à-vis de la Cour pénale. En ce qui concerne la Palestine, il y a eu un travail de fond qui a été fait, et c'est-à-dire qu'il a fallu commencer par renvoyer un nombre de preuves suffisantes pour qu'une enquête préliminaire soit ouverte. Il y a eu un problème à ce moment-là parce que l'autorité palestinienne a immédiatement, lors des premières plaintes, tout est raconté dans le livre, c'est un petit peu un feuilleton, l'autorité palestinienne a immédiatement bloqué l'enquête, empêché l'enquête pour des raisons qu'il faut demander à l'autorité palestinienne. Donc il y a eu un retard considérable parce que les premières plaintes sont venues de Gaza. En gros, l'immense majorité des plaintes sont venues de Gaza. Et Gaza, depuis 2006, c'est le Hamas qui, après avoir gagné les élections, gère. Et donc c'est grâce au Hamas, c'est avec le soutien du Hamas. Et il y a même des plaintes signées du Hamas qui sont parvenues à la Cour pénale internationale. Mais avant cet épisode dramatique qui remonte à quelques semaines, qui en a parlé? Pratiquement personne. Bien sûr. Bon, ça, on va redétailler tout ça un peu plus tard. Mais du coup, qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui disent que la Cour pénale internationale, c'est un peu le droit du plus fort sur le plus faible? Alors, ce n'est pas exact. C'est un tribunal des vainqueurs. Non, l'ONU, c'est l'organisation des vainqueurs. Mais la Cour pénale internationale a un statut qui est très très bien fait. Et après une enquête préliminaire,
eh bien, s'il y a assez de nourriture, si vous voulez, juridique, c'est-à-dire d'où l'importance de dossiers d'extrême qualité, il faut des équipes spécialisées en forensic, ce qu'on appelle la médecine médico-légale en France. Forensic, c'est quelque chose d'extrêmement précis. Quand quelqu'un tombe, la première chose, par exemple, quand Shirin Abu Akleh a pris une balle dans la tête, cette journaliste palestinienne, première réaction israélienne, la balle est palestinienne, voilà, etc., etc. Donc il faut des chaînes de preuves, des recueils, il faut des vidéos continues des autopsies éventuelles, il faut des recueils de témoignages, collecter les vidéos, l'interrogatoire, d'un témoin, par exemple, c'est 30 minutes avec un spécialiste qui pose les questions, prend l'identité, etc. Donc c'est un énorme travail. Donc, quand, au bout de 5 ans, Fatou Bensouda a déclaré qu'elle avait assez de documentation... Donc ça, c'est la procureure. La procureure, l'ancienne procureure. La deuxième après Ocampo, elle a dit « Je clôt l'enquête préliminaire et je vais ouvrir une enquête full investigation ». Elle a été très adroite parce que il aurait été facile de critiquer la décision d'une personne. Et c'est là le point faible du statut de Rome. C'est le procureur, c'est une personne unique qui a droit de vie et de mort pratiquement sur ouverture ou pas ouverture. Et donc, qui peut être très influencé par qui peut être très influencé. C'est la force de Fatou Bensouda de ne jamais avoir communiqué avant de prendre sa décision, ou communiqué très très peu. C'est-à-dire que c'est un travail très sérieux qui a été fait pendant 5 ans. Elle a dit « je vais ouvrir une enquête ». Mais elle a eu l'astuce de demander l'avis des juges de la Cour. Elle n'en avait pas besoin statutairement. Mais il fallait savoir sur quel territoire on allait enquêter. Et elle a dit, pour moi, et c'est dans son rapport qui est public, c'est Cisjordanie, Gaza, Jérusalem-Est. On va enquêter sur ce territoire-là. Quelle période? Pas depuis l'aube des temps, depuis le 15 juin 2014, c'est-à-dire juste avant la guerre de 2014. Voilà. Et elle a demandé à la Cour ce que la Cour en pensait, qui au bout d'un mois a rendu sa décision en disant « nous sommes d'accord » et voilà. Donc elle a mouillé la Cour, si j'ose dire. Et ça, c'est extrêmement important, car on ne peut pas reprocher à une personne, c'est véritable une décision judiciaire des juges de la Cour d'ouvrir cette enquête. Et puis Fatou Bensouda a fini son mandat, on ne peut pas renouveler dans le statut de la Cour, et malheureusement, depuis 2 ans, aucun signe, il faut bien le dire, ne sont parvenus aux avocats des Palestiniens en provenance du procureur. Il y a eu quelques rendez-vous qui ont été obtenus auprès de collaborateurs assez proches, mais quand on voit que M. Karim Khan a pu ouvrir une enquête, sans enquête préliminaire, ouvrir une enquête et même lancer un mandat d'arrêt contre le président russe, on est quand même, c'est extrêmement choquant. Et on attend avec énormément d'intérêt ce que va faire M. Karim Khan dans les jours qui viennent. Il a mis plusieurs semaines avant de se déplacer sur place. Les déclarations qu'il a faites étaient des déclarations convenues. Autrement dit, aujourd'hui, il en va véritablement de la crédibilité de la Cour pénale internationale avec ce nouveau procureur. Peut-être qu'il cache son jeu et qu'il va prendre des décisions, mais c'est clair, par exemple, si on prend la traque israélienne sur Gaza de 2012, elle n'a duré qu'une semaine. Pourquoi ? Parce que sont entrés par l'Égypte des chefs d'État, des premiers ministres, et là, vraiment, ce n'était plus possible. Il aurait été intéressant et utile que le procureur de la Cour pénale internationale entre dans la bande de Gaza. Oui, bien sûr. D'ailleurs, dans le livre, bon, à ce sujet-là, d'une cour en faveur des puissants, vous montrez qu'au-delà de certains dirigeants africains qui ont pu être condamnés, il y a eu aussi une enquête sur l'Afghanistan, sur les crimes commis... Alors, l'Afghanistan, je ne vais pas prendre la défense du procureur, mais il y a eu une très bonne enquête préliminaire qui a été faite par Fatou Bensouda, qui a décidé d'ouvrir une full investigation. Et puis, Karim Khan est arrivé, et un petit peu après, eh bien, les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan. Alors, ce n'est pas pour défendre M. Khan, mais il est clair que l'Afghanistan n'est pas parti à la Cour pénale internationale. Donc il y a 123 pays. L'Afghanistan n'en fait pas partie. Donc ça veut dire refus d'avoir des enquêtes sur place. Il n'y a eu d'ailleurs aucune plainte afghane concernant tous les crimes de guerre qui ont été produits là-bas.
aucune possibilité d'enquête, donc on va mettre une équipe là-dessus. Il a 30 ou 40 personnes sous ses ordres. Ça va être beaucoup de temps et d'argent. Et il a décidé de stopper. Peut-être que ça sera repris un jour, mais à ceux qui critiquent sur le dossier afghan, qu'ils sachent bien que tout ça se paye. Hein. C'est des compétences, c'est du temps. Et voilà, c'est la seule chose qu'on peut dire pour ce dossier-là. D'accord. Est-ce que vous pouvez du coup nous réexpliquer un petit peu ce qui s'est passé entre le dépôt de la première plainte en 2009 de la part des Palestiniens et jusqu'à l'ouverture d'une enquête, donc comme vous en parliez, le 20 décembre 2019? Alors le 20 décembre 2019, ça a été l'annonce qu'une enquête allait être ouverte, et après, Fatou Bensouda a fait la consultation des juges, et elle a fait aussi ce qu'on appelle un amicus curiae, quelque chose d'extrêmement intéressant sur le plan du fond. L'amicus curiae, c'est une disposition du droit romain et qui persiste jusqu'aujourd'hui. Vous voyez, on critique souvent le droit musulman dans nos contrées, mais chacun a fait son droit, et nous, on a issu notamment du droit romain. Il y a de très bonnes choses dans le droit musulman dont nous pourrions aussi tirer des enseignements. Et donc cet amicus curiae, ça veut dire, bon, on a un sujet qui est un peu complexe, on va étudier la question, mais finalement, on fait appel à tous ceux qui le veulent, envoyer une participation. C'est assez extraordinaire comme procédure. Vous, moi, on aurait pu envoyer un amicus curiae. Alors bien entendu, il faut avoir des compétences. Il y en a une cinquantaine qui sont arrivés, et ça a permis à un certain nombre d'acteurs non étatiques et à un certain nombre d'États de se dévoiler. Et il faut lire vraiment le texte de ceux qui soutenaient dans cet amicus curiae que les Palestiniens, finalement, il n'y avait pas eu de crime de guerre ou qu'ils n'avaient pas le droit d'aller à la Cour pénale internationale. C'est absolument pathétique de non-droit. Et c'est le cas d'un certain nombre d'associations d'avocats, des toutes petites associations, vraiment des lobbies. Et c'est le cas aussi d'Israël, bien entendu, car son argumentation est complètement hors droit. Quand on disait ça il y a encore quelques années, on avait du mal à nous croire. Mais quand on le dit aujourd'hui, je pense que tout un chacun a compris aujourd'hui qu'Israël se place en dehors du droit. Vous voyez, Israël, de la rivière à la mer, du Jourdain à la Méditerranée, parce que Dieu nous l'a donné. Bon, on pensait que ça faisait partie du folklore. Eh bien non, ça ne fait pas partie du folklore. Donc, les plaintes sont venues de Gaza, progressivement. L'autorité palestinienne en a bloqué 2. Alors pourquoi l'autorité palestinienne a bloqué cette plainte? Mettez-vous à la place de Fatou Bensouda, elle voit arriver une plainte tamponnée, par exemple, tout ça c'est rigoureusement exact évidemment, tamponnée du ministère de la Justice palestinien. Il se trouve que c'était un avocat de Gaza, donc joignable, et sous les bombes, en 2014, Salim Al-Saka, on a réussi à le joindre. On a dit, est-ce que vous voulez déposer une plainte à la Cour pénale? Il dit, bien sûr. Il était parti de son ministère qui a été bombardé avec les tampons. Il habite le sud de la bande de Gaza. Il est parti avec les tampons, papier de l'autorité. La plainte a été rédigée, c'est parti, et c'est arrivé au milieu de la guerre, vous voyez. Et Fatou Bensouda reçoit du ministre de la Justice palestinien une plainte. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend son téléphone et elle appelle Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, qui envoie immédiatement son ministre des Affaires étrangères, Riyad al-Maliki, qui est toujours en exercice aujourd'hui, une espèce de gérontocratie assez impressionnante à l'autorité palestinienne, et qui arrive, et Fatou Bensouda lui dit, est-ce que la plainte que j'ai sur la table vient de vous? La réponse est non. Le soir même, elle fait un communiqué de presse pour relater exactement les termes de la discussion. Et donc la plainte a été mise de côté. Elle n'a pas été annulée, mais elle a été mise de côté. Alors, il y a eu évidemment une discussion au plus haut niveau, et sûrement très très chaude. On en a quelques échos, notamment par les Palestine Papers, les Wikileaks de l'autorité palestinienne. Et finalement, Mahmoud Abbas, et il faut acter que c'est une chose très importante, a finalement adhéré quelques mois plus tard. Là, je vous parle de la plainte, c'était le 25 juillet 2014. 1er janvier 2015, la Palestine, l'autorité palestinienne, demande l'adhésion à la Cour pénale internationale. Et la Cour pénale internationale l'accepte. Donc il y a eu un revirement à ce moment-là de la part de Mahmoud Abbas. Voilà, il y a eu un revirement, et bon, il n'y a que les gens intelligents qui sont capables de changer d'avis, dit-on.
En tout cas, il a changé d'avis. Il y a eu une très très forte pression sûrement autour de lui. Et donc, à ce moment-là, ça a activé un processus. Je passe sur les détails techniques, mais il y a eu encore en gros 3 ans avant que ça puisse fonctionner, parce que l'autorité palestinienne, membre de la Cour pénale, eh bien, n'a pas activé le système de plainte. Donc, tout ça, ça nous a porté jusqu'à mai 2018. C'est pas indifférent, parce que c'est le moment des marches du retour. Et les marches du retour, il y a 3000 dossiers parfaitement constitués en termes médico-légaux, qui sont des plaintes individuelles de victimes ou de familles de victimes, qui sont partis au bureau des victimes, à la Cour pénale et au procureur. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les marches du retour, ce que c'était? Alors, les marches du retour, c'était un mouvement qui est né fin 2017, mais qui a surtout s'est développé à partir du mois de mars 2018, où il y avait des centaines, puis des milliers, voire même des dizaines de milliers de jeunes essentiellement, mais aussi hommes, femmes, enfants, les poussettes. Il y avait un côté bon enfant dans tout ça, il faut le dire. Et puis qui se rapprochaient de la frontière de Gaza, avec des réactions de soldats qui tiraient, qui ont tué plus de 300 personnes, qui en ont mutilé un nombre incalculable, tous ces amputés, vous voyez. Et j'en ai soigné un certain nombre. Et il faut dire, balles réelles et même des balles interdites. Vous voyez, les balles explosives. Moi, je suis chirurgien des membres. Il y a eu énormément d'amputés parce qu'on disait viser les genoux. On a même un soldat qui a été filmé en disant aujourd'hui j'ai fait 42 genoux. C'est-à-dire 42 jeunes ont été amputés au niveau du genou. Ces balles explosives sont des balles qui détruisent tous les tissus, qui sont interdites en pratique militaire, parce que l'objectif en pratique militaire, si on tire sur quelqu'un, c'est de le neutraliser. C'est pas de le tuer ni de le rendre handicapé à vie. Donc c'est utilisé uniquement, et les lobbies écologistes ou des chasseurs n'ont le droit de l'utiliser que pour les grands animaux, parce que si on tire sur un cerf, on considère qu'une balle explosive, il va mourir plus vite et il va pas souffrir, vous voyez. Donc c'est avec ce genre de balles que les jeunes soldats qui sont juste de l'autre côté de la barrière, eh bien, tirent sur les jeunes Palestiniens. Et juste de l'autre côté de la barrière, ces jours-ci, il y a quelques semaines, c'est là quand même que tout a commencé. Donc il faut bien se rendre compte que les soldats qui tirent d'un côté sont ceux qui dorment de l'autre. Voilà. Et c'est pour ça que des enquêtes indépendantes sont absolument nécessaires pour savoir ce qui s'est passé dans la première journée de l'attaque palestinienne contre Israël. La première depuis 1948. Mais qui était là ? Il y avait bien entendu des gens qui étaient là par hasard, c'était cette fameuse race partie, mais tout n'a pas été dit, et surtout Israël ne participant pas à la cour, ayant refusé, on comprend pourquoi, parce que de toute façon, ils ne peuvent pas se défendre en droit, c'est clair. On comprend pourquoi ils n'adhèrent pas à la cour. Il y a eu un certain nombre, et tout ça a fait plus que filtrer, il y a eu des témoignages entiers, il y a des photos qui montrent que des tirs de très forte puissance ont été réalisés sur les maisons des gens qui habitaient là. Autrement dit, c'est la fameuse doctrine Hannibal qui fait que quand il y a un prisonnier, eh bien, on déchaîne toute son artillerie pour tuer tout le monde, quitte à tuer les prisonniers, et il y en a qui meurent pratiquement tous les jours actuellement sous les bombardements israéliens. Donc ça exige une enquête indépendante, qui n'aura probablement pas lieu, puisqu'Israël refuse ce type d'enquête. Et donc là, il faut vraiment s'insurger sur ceux qui essayent de focaliser sur un parti politique, un mouvement politique, tous ces massacres. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Pour revenir sur les marches du retour, donc vous disiez qu'il y avait eu énormément de morts, de tués et de blessés donc côté palestinien. Et vous incitez dans le livre sur les chaînes de preuves. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tout le travail qui a été fait côté Alors, c'est un travail qui a été fait du côté de Gaza et qui a été fait en toute discrétion. C'est pas été un travail d'une ONG. C'est un travail qui a été dirigé par les responsables de la sécurité de Gaza avec une formation. Et en gros, si vous voulez, prenons l'exemple des marches du retour. Un jeune tombe atteint par une balle. Il y a plein de gens qui filment dans tous les sens. Donc, sur place, il y a des enquêteurs qui vont voir les gens qui filment, qui reprennent leur nom, leur numéro de téléphone portable, de façon déjà à pouvoir les convoquer par la suite
pour pouvoir les interroger. Tous les témoins, voilà. Quand ils reviennent par la suite, on prend leur identité, leur adresse, etc. Donc déjà, on a des témoignages humains et des documents vidéo. Après, la personne est amenée à l'hôpital. Il y a un système de tri qui est extrêmement bien fait, que je connais bien parce qu'il a été rénové. Ils ont bénéficié d'une expérience malheureusement, et c'est très très bien fait. Donc là aussi, il y a des enquêteurs et des enquêtrices. Où étiez-vous? Qui était avec vous? Voilà. Après, la personne va en salle d'opération. S'il y a des prélèvements qui sont faits avec des fragments d'obus, tout ça est mis dans un scellé. C'est-à-dire qu'il y a des gens formés dans les blocs opératoires, dans l'amphithéâtre, à la morgue des hôpitaux, les comptes rendus opératoires, les comptes rendus de décès et les autopsies éventuelles. Tout ça est colligé. Donc tout ça, ça fait des dossiers. Il y a des prélèvements qui sont faits. Il y a eu des épisodes de gazage où des gaz ont été lancés dans les tunnels, et des prélèvements urinaires, des prélèvements sanguins, congélation, tout ça est stocké, etc. Donc il y a des masses de preuves qui sont là-bas, et c'est avec ces dossiers bien ficelés, si vous voulez, que 3000 ont pu être envoyés à la Cour pénale internationale. Donc là, c'est des plaintes privées, c'est des plaintes privées. Personnes privées oui. qui ont été envoyées, donc 3000 plaintes qui ont été Absolument. envoyées à la Cour pénale. Ça, c'est un exemple, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu des plaintes contre le siège, il y a eu les avocats, il y a eu les syndicats, les industriels, etc. Il y a eu une plainte cette année, personne n'en a parlé, des élus, des députés du Hamas. Et une plainte va être déposée très précisément demain, le jeudi 9 novembre, qui est une plainte, alors cette fois-ci internationale, qui est au nom d'une centaine d'associations et d'environ 200 avocats internationaux pour, d'une part, les crimes de guerre qui se produisent actuellement et d'autre part, le crime de génocide qui est parfaitement documenté et dont tous les critères aujourd'hui sont réunis. Il faut savoir que pour ce qui concerne le génocide, en 2 mots pour ceux qui nous écoutent, il ne faut pas qu'il y en ait 1 million. Le principe d'avoir fait une convention internationale, c'est de la prévention du génocide surtout. C'est-à-dire dès qu'il y a des signes qu'un génocide est en train de se produire, des mesures d'urgence doivent pouvoir être prises pour éviter que ça perdure. Mais c'est pas un critère uniquement quantitatif. Exactement. Et d'ailleurs, l'un des tribunaux, c'était le tribunal pour l'ex-Yougoslavie, a retenu le critère de génocide pour le massacre de Srebrenica où il y a eu 8000 morts. Vous voyez, aujourd'hui, on en est à malheureusement beaucoup plus, 40% d'enfants, les 2/3 de femmes et d'enfants. C'est l'horreur absolue. Il y a dans les critères l'intentionnalité, il y a l'incitation, il y a les déclarations publiques. Vous voyez, il y a toute une série de choses. Et je peux vous dire, j'ai relu ces jours-ci la plainte qui va être déposée demain à La Haye. J'ai été effaré, parce que je ne suis pas ça aussi bien que les avocats, par la masse de déclarations racistes et génocidaires de dirigeants ou de responsables israéliens. C'est effrayant. Donc ça, c'est pour demain. D'accord. Alors, vous parliez tout à l'heure des arguments d'Israël, donc vous disiez qu'ils étaient en dehors du droit. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les arguments qui ont été avancés par Israël, par ses partisans, comme l'Allemagne ? Exact. Alors c'est tout à fait intéressant de déborder sur l'Allemagne, justement. Et en quoi ces arguments, en fait, ils se résument très très facilement et très simplement. L'argument israélien, l'argument du procureur général d'Israël, était de dire, après les années 20, 22, au démantèlement de l'Empire ottoman et la création du mandat britannique, il était prévu un foyer juif en Palestine. Sa délimitation n'était pas précisée et nous revendiquons la totalité. Voilà, donc ça c'était clair. Deuxième argument, et ça a été repris par l'Allemagne, et je dois dire que les juristes allemands ont dû souffrir énormément, tenez-vous bien, c'était la Palestine n'est pas un État, donc elle n'a pas le droit de se plaindre à la Cour pénale internationale. Cet argumentaire a été repris en France c'est une véritable honte, par Robert Badinter. Robert Badinter, à qui l'on doit l'arrêt, la suppression de la peine de mort en France. Il faut dire que nous étions la lanterne rouge de l'Europe et quasiment un des derniers pays voilà. Donc, M. Badinter, professeur de droit, a expliqué la même chose. La Palestine n'a pas le droit de se plaindre à la Cour pénale internationale.
Or, c'est la Cour pénale internationale de répondre à cette question. Elle avait accepté la Palestine en son sein, ça veut dire je vous accepte avec tous les droits et les devoirs de tous les membres à égalité. C'était ça la signification. Et jamais la Cour pénale n'a tracé les frontières. Et ça a été bien précisé dans les comptes rendus de la Cour pénale, ça a été repris par le secrétaire général de l'ONU. Ce n'est pas parce qu'une enquête va être faite sur la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza que ça présume des futures frontières de l'État qui pourra se faire sous la forme de 2 États séparés. Tout ça, c'est écrit, si vous voulez, c'est accessible, tout le monde peut le lire en français et en anglais. Ou alors, après un référendum d'autodétermination par adhésion volontaire de ce territoire à un autre territoire. Donc toutes les options sont ouvertes et en aucun cas le territoire de la Palestine n'a été décidé. Je ne sais pas s'il y avait d'autres arguments qui étaient avancés par Israël aussi dans le cadre de l'enquête. Bah, écoutez, dire à des victimes de crimes de guerre, vous n'avez pas le droit de vous plaindre auprès de la plus haute juridiction consacrée aux crimes de guerre, c'est quand même assez incroyable, si vous voulez. Le procureur général d'Israël, bon, il reprenait des arguments, d'ailleurs, qu'on entend vraiment aujourd'hui, des arguments pseudo-religieux, je dirais. Est-ce que cette enquête, donc, qui a été ouverte en 2019, a des chances d'aboutir? Et est-ce que le changement, bon, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que le changement de procureur en 2021 pourrait bloquer la suite? Alors là, c'est une vraie question parce que on l'a vu à l'occasion de l'affaire ukrainienne. Le procureur, quand il veut avancer vite, il peut avancer vite. Et étant donné la masse de documentation médico-légale qui a été envoyée, il y a bien longtemps qu'il aurait pu prendre des décisions. Alors les décisions, c'est demander des auditions déjà, demander au chef militaire. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent que c'est pas le soldat qui tire dans un genou qui est responsable, c'est l'ordre politique et l'ordre militaire. Vous voyez, c'est les têtes. Ce n'est pas l'État, parce que si c'est l'État, les gens diront, bon, l'État, il paiera, hein, et puis on verra. Non, c'est véritablement, c'est M. Netanyahou, c'est les chefs de guerre. Donc, ce que peut faire le procureur, il avait suffisamment de nourriture, si j'ose dire, pour demander des demandes d'audition, qui auraient probablement été refusées par Israël, mais une fois de plus, Israël serait montré à la face du monde en dehors du droit, lancer des mandats d'arrêt, c'est ce qu'il a fait contre M. Poutine. Après, il y aura ce qu'on appelle une audience de confirmation des charges, c'est-à-dire une espèce de procès déjà où on confirme toutes les charges, et puis le procès s'ouvre. Donc tout ça, ce sont des choses qui prennent d'autant plus de temps qu'on va perdre du temps entre 2 étapes successives. Il y a une question aussi qui revient assez souvent concernant la CPI, c'est quels sont les moyens mis en œuvre après pour l'application des décisions. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, s'il y a un mandat d'arrêt qui alors, s'il y a un mandat d'arrêt, c'est une bonne question. Mais déjà, le fait qu'il y ait un mandat d'arrêt, ça la fout mal, hein, si on peut dire. C'est important. Après, eh bien, un mandat d'arrêt, ça veut dire que tous les pays qui sont adhérents au statut de Rome, c'est-à-dire 123 pays, si telle personne se déplace sur leur territoire, il est obligatoire de l'attraper, de le livrer à la Cour pénale internationale. Donc vous voyez, ça restreint terriblement déjà les possibilités de voyager. Alors bien entendu, les États-Unis, qui ne sont pas partis à la Cour pénale internationale, ont senti le vent venir. D'abord, soit dit en passant, c'est une bonne chose que les États-Unis n'en soient pas partis, parce que, étant donné que les financements sont proportionnels à, bien, disons, à la richesse des États, comme par exemple à l'UNESCO, eh bien, les États-Unis, s'ils étaient à la Cour pénale, ils auraient la possibilité de supprimer du jour au lendemain une part très importante du budget. Donc c'est une bonne chose. Donc, les États-Unis ont senti le vent venir et ils ont passé toute une série d'accords bilatéraux avec des pays du monde entier sur le thème « Si un citoyen américain est poursuivi à la Cour pénale, vous ne le livrerez pas ». Voilà. Alors, bien entendu, ce sont des accords bilatéraux qui, en droit, ne s'imposent pas aux accords internationaux. Ce n'est pas parce que une île du Pacifique a signé ce genre d'accord
qu'elle est obligée de l'appliquer, mais on peut comprendre qu'elle sera soumise à une forte pression. Et il y a quand même, à ma connaissance, j'ai fait le pointage en écrivant ce livre, il y a quand même 45 pays qui sont à la fois à la Cour pénale et qui en même temps ont signé des accords d'immunité avec les États-Unis. Donc il y aura sûrement une lutte à faire là-dessus, probablement. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces procédures dans le cadre du combat des Palestiniens pour leur libération? Donc vous en parliez un petit peu. C'est sûr que s'il y a des mandats d'arrêt qui sont donnés contre des dirigeants israéliens, bon, ça la fout mal, comme vous disiez. Mais au-delà de ça, est-ce que ça aura d'autres effets? On peut en attendre une pression, qui sera une pression de type légal. Il y a d'autres pressions économiques, mais à partir du moment où peu de pays, notamment les pays occidentaux, n'en veulent pas, la pression légale peut s'y substituer et avoir une certaine importance. Passer par la case prison est une menace pour les dirigeants. Donc on peut penser que la classe politique soit influencée. Ça peut motiver aussi Israël pour une modification de sa constitution, par exemple, ou de ses lois constitutionnelles plutôt, de façon à avoir un système électoral qui ne soit pas aussi pernicieux. Donc ça peut changer pas mal de choses. Ça peut changer en donnant du poids à la voix palestinienne. La voix palestinienne, aujourd'hui, elle est totalement exclue. Elle est exclue parce que le recours aux élections depuis 2006, il n'y en a pas eu. Donc ça fait quand même, vous voyez, 12, 13, 14, 15 ans, 17 ans, que sais-je, qu'on n'a pas demandé aux Palestiniens ce qu'ils en pensent. Et c'est d'autant plus choquant que la société palestinienne fait partie des plus éduquées du monde. C'est la plus éduquée du monde arabe. Il y a 150 000 étudiants dans les universités, il y a des filières de formation dans tous les domaines, il y a des informaticiens, que sais-je. Et donc c'est choquant. Et c'est pour ça que c'est important de témoigner quand on va là-bas, qu'on a cette chance, parce qu'on dit c'est une chance, parce qu'on considère les Palestiniens pour ce qu'ils sont. Alors que la caricature qui en est faite dans les médias occidentaux relève du racisme simple, quoi. Et donc dans le cadre de cette procédure donc à la Cour pénale, donc vous expliquez bien dans le livre donc les différents critères. Il faut qu'il y ait un territoire défini, des dates, une date de démarrage qui soit définie clairement, et on regarde après sur ce territoire tous les crimes de guerre qui sont commis de part et d'autre. Par toutes les parties, voilà c'est pour ça que si Israël était à la Cour pénale internationale, les crimes commis le 7 octobre, tous les crimes commis sur le territoire israélien feraient l'objet d'une enquête. Alors que si Israël fait sa propre enquête de son côté, quelle que soit la qualité de cette enquête, par le principe de subsidiarité, la Cour pénale ne s'en occupera pas. Donc on ne saura jamais ce qui s'est passé réellement le 7 octobre. Mais du coup, est-ce que les dirigeants du Hamas pourraient aussi être jugés dans le cadre de cette procédure? Bien sûr, ils en sont parfaitement conscients. Ils sont conscients, ils le savent depuis le début, et c'est assez justement emblématique de voir un mouvement qui est qualifié de terroriste par ses ennemis et par une bonne partie des Occidentaux, il faut bien le dire, qui réclame à aller lui-même à la Cour pénale internationale pour répondre de ses propres crimes de guerre. Voilà. Alors, bien entendu... Est-ce que c'est pas un peu étonnant, ça, que ces dirigeants qui pourraient être condamnés réclament le recours à ces pays? C'est pas étonnant quand on a expliqué les choses. C'est-à-dire que dans les conflits armés, des crimes de guerre sont commis bien souvent des deux côtés, avec une proportion, parfois c'est un cheval d'un côté et une alouette de l'autre, vous voyez. Mais donc, par principe, c'est tous les crimes de guerre. Seront jugés les crimes de guerre commis par Israël, commis par les gens de Gaza, commis par l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne a commis un certain nombre de crimes de guerre. Mais évidemment, ceux qui ont rédigé les statuts de la Cour ne veulent pas enfoncer les victimes. Et il y a un article, qui est l'article 31, qui énumère toute une série de conditions d'exonération de crimes de guerre. Lorsque vous êtes dans un territoire où votre vie, la vie de ceux qui sont autour, est à l'extrême limite et que dans un geste de survie, vous êtes amené à produire des crimes de guerre, eh bien, il y a des considérations d'exonération. En tout cas, les Palestiniens, en tout cas, les dirigeants du Hamas sont parfaitement au courant de cette affaire et ça ne les a pas empêchés, depuis 2009, de réclamer l'accès à la Cour pénale internationale.
Vous le disiez, donc l'avocat Gilles Devers a annoncé qu'il déposera une plainte donc le 9 novembre de cette année. Est-ce que vous avez quelques informations par rapport à ça? Donc là, c'est une plainte en fait qui condamnerait le crime de génocide? Alors, elle a deux aspects. D'abord, je sais très bien ce qu'il y a dedans, puisque je l'ai corrigé. Je vous rassure, j'ai corrigé avec les fautes d'orthographe. Et donc, je sais très bien ce qu'il y a dedans. Il y a deux volets. Il y a le volet crime de guerre commis depuis le 7 octobre. Et il y a l'incrimination aussi de génocide, qui est une incrimination d'un niveau supérieur. Il y a crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide. Voilà. Les deux incriminations sont détaillées dans deux documents différents. Et donc là, c'est la première fois qu'il y a une plainte pour génocide qui est déposée par les Palestiniens. Très bien. Écoutez, si je peux dire un mot, si vous voulez ajouter quelque chose, allez-y. Donc on assiste aujourd'hui à une déferlante médiatique et politique en Occident contre le Hamas qui a initié cette attaque contre Israël. C'est la première fois que c'était pas le contraire. D'abord, il n'y avait pas que le Hamas, il y a le Hamas et le djihad islamique, mais je n'ai entendu dans aucun média jusqu'à présent en Occident le programme du Hamas. Ce que demande le Hamas. C'est quand même assez extraordinaire. Le programme du Hamas, il est connu depuis des dizaines d'années. Et je l'ai entendu personnellement de la bouche des plus hauts dirigeants du Hamas. Je ne les ai pas tous rencontrés, mais j'en ai rencontré quand même un certain nombre. Et ce que demande le Hamas, c'est l'évacuation sans condition de la Cisjordanie et de Jérusalem, la levée du siège de Gaza, et la création d'un État palestinien dans ce territoire, sans reconnaissance d'Israël, avec une trêve de longue durée. Cette notion de trêve de longue durée, beaucoup l'ont moquée, en particulier certains pseudo-universitaires français qui parlent arabe et qui pensent qu'ils ont la clé de la pensée du Hamas. Ça a des antécédents, il se trouve dans l'histoire de l'islam, etc. Mais une trêve de longue durée, est-ce qu'on peut réellement penser, et notamment en ce moment, qu'avec l'horreur qui a recouvert toute la région, avec ces 500 morts par jour, avec ces enfants qu'on sort des décombres tous les jours, est-ce qu'on peut imaginer qu'une conférence internationale tenue entre les États-Unis, Israël et puis quelques Palestiniens choisis va pouvoir aboutir à une paix? La réponse est évidemment non. La paix, c'est la paix des peuples, c'est la paix dans l'esprit, c'est ce que les gens veulent, c'est ce qu'ils acceptent. Autrement dit, on ne peut pas avoir la paix ni aujourd'hui ni demain. Il faudra une génération pour avoir la paix. Par contre, une trêve de longue durée. Et certains dirigeants du Hamas m'ont dit 10 ans, 15 ans, 25 ans. Et après, autodétermination. C'est exactement ce que dit Fatou Bensouda dans son document. Alors, l'évacuation de la Cisjordanie, par exemple, c'est pas quelque chose à négocier, non, c'est quelque chose à organiser, mais c'est non négociable. De toute façon, toutes les sources de droit, on n'a pas parlé des sources de droit, mais il y a des sources de grande valeur, d'autres de moindre importance. L'autorité palestinienne, c'est pas une source de droit. L'autorité palestinienne, c'est pas un objet juridique. Vous voyez, ça tient pas la route. Vous voyez, c'est un exemple. Les résolutions du Conseil de sécurité, c'est une source. Ça peut être une source de droit, mais pas forcément. Puis il y a des sources plus importantes. Voilà. Toutes les sources de droit, sans exception, y compris l'autorité, le Conseil de sécurité, la loi internationale, l'ONU, toutes les sources de droit disent que la Cisjordanie, incluant Jérusalem-Est, ne fait pas partie de l'État d'Israël. Même les Américains ont signé pour ça. Autrement dit, l'évacuation de la Cisjordanie ne se discute pas, ne se négocie pas. C'est une évacuation sèche, on l'organise, voilà. Donc, la position du Hamas, c'est ça. Cette disparition immédiate de la violence, donc du jour au lendemain, la paix peut s'installer. La paix, une paix provisoire, mais une paix pour 15 ans, 25 ans, on peut penser qu'elle sera définitive. Et après, eh bien, on discutera, on verra, il y aura des référendums. Pendant ces 15 ans, 25 ans, il va y avoir des gens raisonnables qui vont surgir, et notamment du côté israélien. Aujourd'hui, ils sont très minoritaires, mais ceux qui sont là sont des gens remarquables, et ils peuvent devenir
justement, en tout cas, leur mouvement, un mouvement majoritaire. Donc, la position du Hamas, que l'on qualifie d'organisation terroriste, ce qui en droit d'ailleurs est tout à fait inexact, puisque la classification des organisations terroristes qui prévaut dans le monde aujourd'hui, qui est l'émanation du monde, c'est l'émanation de l'Assemblée générale. Le Hamas n'a jamais figuré sur la liste des organisations terroristes de l'ONU, par exemple. Vous voyez, les 3/4 de l'ONU sont des pays anciennement colonisés. Alors, vous voyez, quand on a été colonisé, il en reste toujours quelque chose. Voilà. Donc, le Hamas, la seule fois où il s'est préoccupé vraiment, et il n'a pas bien joué le jeu, d'ailleurs, sur le plan juridique, de sortir de la liste européenne, c'est allé devant la Cour européenne de justice, qui a sorti le Hamas de la liste des organisations terroristes, qui a dit les preuves que vous nous apportez, ce sont des coupures de presse, des rapports de l'armée israélienne, ce ne sont pas des preuves, et on le sort. Et comme le mécanisme de constitution d'une liste d'organisations terroristes, eh bien c'est une réunion tous les 6 mois des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Tous les 6 mois, on dit, bon, qu'est-ce qu'on sort, qu'est-ce qu'on remet? Et 6 mois après, on a remis, voilà. Et donc, c'est un espèce de jeu qui peut durer éternellement, qui est une balle dans le pied tirée des diplomates. Parce que, par exemple, le premier jour ou le lendemain du 7 octobre, j'ai écouté sur France Culture, on avait invité des gens très bien, et pour parler du Hamas, on a invité Yves Robin de la Messusière, qui est un diplomate et qui est venu au titre qu'il avait eu l'autorisation de parler à des responsables du Hamas en 2009. Et il a raconté tout le parcours qu'il avait fait pour essayer de pouvoir parler. 2009, on est en 2023, vous voyez. Donc c'est une balle dans le pied de nos diplomates que ce listing. C'est absolument non justifié légalement. Le Hamas n'a jamais commis d'attentat en dehors du territoire de la Palestine. Il n'a jamais été condamné par un tribunal de l'Union européenne. Autrement dit, l'interlocuteur de demain, ça ne devait pas être cet objet juridique non identifié qu'est l'autorité palestinienne. Encore qu'ils peuvent se réconcilier, ils peuvent s'arranger entre eux. Le Hamas a réclamé plusieurs fois depuis 2006 à faire partie d'un gouvernement d'union nationale avec l'OLP et le Fatah. Et c'est le Fatah qui, à chaque fois, a refusé, aboutissant notamment à cette prise de pouvoir en 2007. Autrement dit, le Hamas doit être l'interlocuteur de demain. Il représente la moitié de l'électorat palestinien, plus ou moins. Si des élections avaient lieu demain, il serait peut-être majoritaire, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est une force politique qu'on ne peut pas mettre de côté. Donc tout arrangement qui sera fait sans le Hamas est voué à ne pas fonctionner. Ce que vous expliquez aussi dans le livre, c'est que la qualification de terroriste, même si elle pourrait s'appliquer à ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, est une qualification politique, et qu'en fait, dans le cadre du droit international, elle ne veut rien dire. Le mot terrorisme ne figure pas dans le statut de Rome. Vous pouvez faire une recherche de mots, terroriste, ça n'existe pas. Et De Gaulle, on le cite beaucoup en ce moment, l'avait bien dit en 67, et nous y serons qualifiés de terroristes. C'est une qualification politique. Voilà, il n'y a qu'en France qu'il y a des lois antiterroristes. Voilà. Mais à la Cour pénale, ça bien n'existe expliqué, pas. après, c'est dans le cadre d'une enquête à la CPI qu'on va qualifier qu'est-ce qui est un crime de guerre, qu'est-ce qui ne l'est pas. Exactement. Et que les dirigeants du Hamas seront éventuellement jugés. Bien sûr, bien sûr. Très bien, merci pour toutes ces explications. Merci de votre accueil. Et à très bientôt. À bientôt.